La salle d'audience fut plongée dans un silence étouffant lorsque les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en grinçant. Tout le monde s'attendait à voir entrer une femme brisée, une pauvre épouse rejetée, mendiant quelques miettes. Au lieu de cela, Sarah entra, tenant par la main deux bambins identiques, vêtus d'une robe qui avait connu des jours meilleurs, tandis que la maîtresse de son mari, Tiffany, vêtue de diamants, ricanait depuis le premier rang. Ils pensaient que cette audience n'était qu'une formalité. Ils pensaient que Sarah n'était qu'une serveuse que Julian avait sortie de l'anonymat. Mais lorsque le juge Sterling leva enfin les yeux de l'enveloppe scellée posée sur son bureau, son visage n'exprimait pas de la pitié. Il était terrifié. Le secret qu'il s'apprêtait à lire ne mettrait pas seulement fin à un mariage. Il détruirait un empire. L'air à l'intérieur de la cour supérieure de Manhattan sentait la cire pour parquet et de l'eau de Cologne coûteuse. C'était une odeur que Julian Thorne connaissait bien. C'était l'odeur de la victoire. Julian ajusta les poignets de son costume italien sur mesure, jetant un coup d'œil à la Rolex en or à son poignet. 9 à 05. Sa femme, bientôt ex-femme, était encore en retard. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. C'était typique de Sarah. Désorganisée, frénétique, sentant toujours la poudre pour bébé et la lessive bon marché. Elle n'avait pas sa place dans une pièce comme celle-ci. Ou elle n'avait pas sa place dans son monde. À côté de lui, Tiffany Blair croisa ses longues jambes bronzées. Elle était l'exact opposé de Sarah. Tiffany était vive, brillante et prédatrice. Elle portait un tailleur-jupe crayon blanc qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Sarah, et ses cheveux blonds étaient coiffés en un carré lisse parfait. Elle posa une main manucurée de manière possessive sur le bras de Julian, ses doigts effleurant le tissu de sa veste. « Tu crois qu'elle va se montrer ?» Tiffany murmura d'une voix ronronnante, juste assez forte pour que les journalistes du dernier rang puissent l'entendre. Ou a-t-elle finalement réalisé qu'elle était dépassée? Julian gloussa en se calant dans son fauteuil en cuir. « Sarah est têtue, Tiff, mais elle n'est pas intelligente. Elle viendra. Elle pense que si elle pleure suffisamment, le juge lui accordera la maison. Elle ne comprend pas que la loi se moque des larmes. Elle se soucie des contrats. » Il tapota le dossier épais posé devant lui. Le contrat prénuptial. À toute épreuve indestructible, du moins selon les assurances de son avocat, Arthur Pendleton. Arthur était en train de classer ses papiers avec la précision d'un chirurgien s'apprêtant à amputer un membre. C'était l'avocat spécialisé dans les divorces le plus cher de New York, un homme qui ne perdait jamais. « Ne t'inquiète pas, chérie », ajouta Julian en tapotant la main de Tiffany. « À midi, je serai un homme libre et toi et moi pourrons enfin commencer à planifier le mariage à Combe. » Tiffany rayonnait, jetant un coup d'œil à son ventre plat, et notre petit héritier aura un vrai nom, pas comme ses bagages qu'elle traîne avec elle. Elle faisait référence aux jumeaux, Léo et Mia. Julian ressentit une pointe d'irritation à leur mention. Ils avaient 3 ans, étaient bruyants, désordonnés et exigeants. Ils n'avaient jamais voulu d'enfant. Pas vraiment. Sarah avait insisté. Elle l'avait piégé. Quand ils s'étaient rencontrés, il croyait qu'elle n'était qu'une serveuse dans un restaurant près de son premier bureau. Il avait été charmé par sa simplicité, son absence de prétention. Mais 5 ans plus tard, la simplicité était devenue naïveté et l'absence de prétention était devenue embarrassante. Il était désormais PDG de Thorne Dynamics, un conglomérat technologique sur le point de conclure une fusion d'1 milliard de dollars. Il avait besoin d'une femme capable d'organiser des galas, pas d'une femme qui collectionnait les coupons de réduction et insistait pour organiser des dîners en famille. Il avait besoin de Tiffany. « Levez-vous tous », rugit le huissier, couvrant les murmures de la galerie. La lourde porte derrière le banc s'ouvrit et le juge Harrison Sterling entra. Sterling était une légende dans le circuit des tribunaux familiaux. C'était un homme âgé aux cheveux gris acier et aux yeux qui semblaient avoir vu tous les mensonges dont l'humanité était capable. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils, il existait simplement comme une force de jugement. Julian se leva en boutonnant sa veste, il se sentait confiant. Il avait l'argent, l'avocat et le statut. Sarah n'avait rien. « Asseyez-vous, juge Sterling », dit-il d'une voix grave. Il arrangea sa robe et regarda par-dessus ses lunettes la table vide sur le côté gauche de la salle. « La requérante est présente. Où est-ce la défenderesse? » Arthur Pendleton se leva en lissant sa cravate. « Votre honneur, il semble que Madame Thorne ne se soit pas présentée à l'heure prévue.
Compte tenu de son passé instable et de son manque de respect pour cette procédure, nous demandons à ce que le jugement soit rendu par défaut en faveur de mon client, M. Thorne. Le juge Sterling regarda l'horloge. Il est 9h08, M. Pendleton. Je lui accorde 5 minutes supplémentaires. Il s'agit de la garde de 2 mineurs. Je ne prends pas cela à la légère. Tiffany poussa un soupir d'agacement audible et roula des yeux. Julian lui serra le genou sous la table pour la faire taire. 5 minutes, murmura Julian entre ses dents. Elle attend probablement le bus. La galerie rit. Elle était bondée de spectateurs. Le divorce de Julian Thorne faisait la une des journaux. La presse le présentait comme une histoire classique. Le titan de l'industrie qui se débarrassait de sa première femme pour une meilleure. Tout le monde aimait les gagnants et Julian avait l'air d'un gagnant. Les minutes s'écoulaient. 9h10, 9h12. Arthur se leva à nouveau. « Votre honneur, vraiment, c'est une perte de temps pour la justice. » Bam! Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement, heurtant les murs dans un fracas retentissant. Le silence qui suivit fut instantané. Toutes les têtes se tournèrent. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux bruns, habituellement tirés en arrière en un chignon désordonné, étaient lâchés et légèrement crépus à cause de l'humidité. Elle portait un cardigan gris 2 tailles trop grand et une robe à fleurs délavée que Julien reconnut comme étant celle qu'elle portait il y a 3 ans. Elle avait des cernes sous les yeux qu'aucun correcteur ne pouvait cacher. Mais elle n'était pas seule. Léo tenait sa main gauche et Mia tenait sa main droite. Les jumeaux étaient impeccablement habillés, contrastant fortement avec leur mère. Léo portait un petit costume bleu marine et Mia une robe blanche avec un ruban bleu. Ils ressemblaient à des poupées de porcelaine serrant les mains de leur mère, comme si elle était leur seul point d'ancrage dans la tempête. Sarah ne regardait pas les caméras. Elle ne regardait pas la galerie. Ses yeux étaient rivés sur ceux de Julien. Il n'y avait aucune peur dans son regard. Il n'y avait qu'une détermination froide et dure qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je suis là, » dit Sarah d'une voix ferme qui résonna dans la salle silencieuse. « Et j'ai amené les enfants, car ils ont besoin de voir cela. »« Vous avez amené des enfants dans une salle d'audience ?» s'exclama Tiffany, rompant le silence stupéfait. Elle éclata d'un rire rauque et saccadé. « Mon Dieu, Julian, elle n'a vraiment aucune classe. Qui traîne des enfants en bas âge à une audience de divorce ?» ordonna le juge Sterling en frappant son marteau. Il lança un regard noir à Tiffany. Une autre explosion de colère de la part du public ou des parties concernées et je vous ferai expulser. Est-ce clair? Tiffany recula, le visage rouge. Elle marmonna des excuses qui ressemblaient davantage à des jurons. Sarah l'ignora. Elle marcha dans l'allée centrale, ses mouvements lents et délibérés. Les jumeaux trottaient à ses côtés, leurs petites chaussures claquant sur le sol. Léo regardait autour de lui avec de grands yeux curieux, tandis que Mia cachait son visage dans la jupe de Sarah. Arthur Pendleton se pencha vers Julian. « C'est une ruse, » murmura-t-il d'un ton pressant. « Elle utilise les enfants comme accessoires pour gagner la sympathie du juge. C'est le numéro de la pauvre mère. Ne réagis pas, reste indifférent. » Julian acquiesça, serrant les mâchoires. Il regarda sa femme, bientôt ex-femme, avec un air ennuyé bien étudié. « On dirait qu'elle a dormi sous un pont, » murmura-t-il en retour. Sapra arriva à la table des accusés. Aucun avocat ne l'attendait. Elle tira une chaise pour s'asseoir, puis souleva Léo et Mare pour les installer sur le banc derrière elle, leur murmurant quelque chose à l'oreille. Elle leur tendit une petite tablette pour les faire taire. « Madame Thorne, » dit le juge Sterling en la regardant par-dessus ses lunettes. « Vous êtes en retard et vous n'êtes pas représentée. Où est-ce votre avocat? » Sarah se leva. Elle semblait petite dans cette vaste saouine, entourée de boiseries et d'hommes en costume coûteux. Elle posa un sac en toile usé sur la table. « Je n'ai pas d'avocat, votre honneur, » dit Sarah. Sa voix était douce mais claire. « Je n'avais pas les moyens d'en engager un. Julian a gelé mes comptes il y a 3 semaines. » Un murmure parcourut l'assemblée. Julian serra le poing. C'était vrai, mais c'était la procédure habituelle, n'est-ce pas? Arthur Pendleton se leva d'un bond. « Objection. Monsieur Thorne a saisi les biens communs pour empêcher leur dissipation. Nous avons proposé à Madame Thorne une allocation généreuse qu'elle a refusée. Une allocation? » Sarah se tourna vers Arthur, les yeux brillants. « Vous m'avez proposé 500 $ par semaine pour nourrir 2 enfants
et payer un loyer à New York après que Julian nous ait chassés de notre maison. Vous êtes parti de votre plein gré, l'interrompit Julian, incapable de se retenir. Je suis parti parce que vous l'avez fait emménager. Sarah pointa un doigt tremblant vers Tiffany. Quand je suis rentré du supermarché, ses valises étaient dans le couloir et elle était assise dans ma cuisine en train de boire mon thé. Cela suffit. Le juge Sterling frappa à nouveau son marteau. Ce n'est pas un feuilleton télévisé. Nous allons nous en tenir aux faits. Monsieur Pendleton, vous demandez le divorce pour cause de différences irréconciliables. Est-ce exact? Oui, votre honneur, répondit Arthur en lissant sa veste. Et nous faisons valoir le contrat prénuptial signé il y a 5 ans. Il stipule clairement qu'en cas de divorce, Madame Thorne recevra une indemnité forfaitaire de 50 000 $ et renoncera à tout droit à une pension alimentaire et à toute réclamation à l'encontre de Thorne Dynamics. Tiffany sourit narquoisement et murmura à Julian. 50 000 $. Ça ne couvrira même pas mes achats de demain. Arthur continua à faire les 100 pas. De plus, nous demandons la garde exclusive des enfants mineurs, Leo et Mia Thorne. Nous estimons que Mme Thorne est financièrement instable et émotionnellement inapte à élever des enfants de cette envergure. M. Thorne peut leur offrir les meilleures écoles, les meilleurs nounous et le meilleur environnement. Mme Thorne vit actuellement dans un appartement d'une chambre dans le Queens. Ce n'est guère un environnement approprié. Sarah restait là, à encaisser les coups. Elle n'interrompait pas. Elle écoutait simplement Arthur la dépeindre comme une pathétique parasite ratée. Il évoqua son absence de diplôme universitaire. Il évoqua son ancien travail de serveuse. Il la fit passer pour un chien errant que Julian avait eu la mauvaise idée de nourrir. Quand Arthur finit par s'asseoir, l'air satisfait, le juge se tourna vers Sarah. « Madame Thorne, dit Sterling, vous avez entendu la requête. Vous avez signé le contrat prénuptial. Y a-t-il une raison pour que ce tribunal ne l'applique pas? » Sarah prit une profonde inspiration. Elle fouilla dans son sac en toile. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle en sortit une enveloppe épaisse. Ce n'était pas un document juridique rédigé par un avocat. C'était une enveloppe en papier craft brun scellée avec du ruban adhésif rouge. J'ai signé le contrat prénuptial. Oui, dit Sarah, parce que je l'aimais. Je me moquais de l'argent. Elle regarda Julian. Pendant une seconde, Julian ressentit un pincement de culpabilité. Non, c'était de la pitié. Elle l'avait vraiment aimé. Il le savait. C'est ce qui la rendait si facile à manipuler. Mais Sarah continua d'une voix plus ferme. Julian semble avoir oublié une clause spécifique de l'addendum. La clause concernant l'origine de la propriété intellectuelle. Julian fronça les sourcils. L'origine de la propriété intellectuelle. Il ne se souvenait pas que le contrat prénuptial était standard. Et Sarah dit, en posant l'enveloppe sur le bureau du juge. Il semble également avoir oublié qui j'étais avant d'être serveuse. Tiffany éclata de rire. Qui tu étais? Tu n'étais personne. Tu nettoyais les tables. Sarah se tourna vers Tiffany et, pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un loup qui venait d'acculer un lapin. Je me cachais, Tiffany, dit Sarah doucement. Je faisais une pause dans une vie où tu passes chaque instant à essayer de faire semblant. Le juge Sterling prit l'enveloppe que Sarah avait posée sur son bureau. Il l'ouvrit. Il en sortit une pile de documents. En lisant la première page, ses sourcils se levèrent. Il passa à la deuxième page. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda le papier, puis Sarah, puis Julian. Le visage du juge pâlit. Il but une gorgée d'eau, la main légèrement tremblante. « Monsieur Pendleton, juge Sterling, dit-il d'une voix inhabituellement aiguë. Avez-vous lu l'intégralité du contrat de mariage, en particulier l'annexe C? » Je pensais que c'était un contrat type, votre honneur, balbutia Arthur. Monsieur Thorne a rédigé lui-même les conditions initiales avant d'engager mon cabinet. Le juge Sterling regarda Julian. Monsieur Thorne, ce document, c'est numéros de brevet. Le juge fit une pause, regardant les jumeaux qui jouaient tranquillement avec leur tablette. Savez-vous à qui appartiennent les brevets originaux de l'algorithme qui fait fonctionner Thorne Dynamics? Julian ricana. À moi? Évidemment. C'est moi qui ai écrit le code. Non, intervint Sarah. Tu as écrit l'interface, Julian. Le code? Le noyau d'apprentissage profond a été écrit par SM. Sarah Miller, dit Julian en roulant des yeux. Le nom de jeune fille de ma femme. J'ai mis ses initiales dessus par romantisme. Cela ne signifie rien.
Cela signifie tout, dit le juge Sterling, sa voix se réduisant à un murmure qui résonna comme un coup de tonnerre. Car selon cet acte de fiducie, Sarah Miller n'est pas seulement un nom, c'est un pseudonyme. Le juge regarda Sarah avec un nouveau respect frôlant la crainte. « Madame Thorne, demanda le juge, ou devrais-je dire Mademoiselle Vanderhoven? » La salle devint silencieuse. Julian se figea. Vanderhoven. Ce nom était synonyme de royauté dans le monde de la technologie. La famille Vanderhoven possédait la moitié de l'infrastructure Internet. C'était une vieille fortune, une fortune cachée. Des milliards, pas des millions. Mademoiselle Vanderhoven, corrigea Sarah. Et les jumeaux ne sont pas seulement les héritiers Thorne, votre honneur. Ils sont les seuls bénéficiaires de la succession mondiale Vanderhoven. Et Julian, elle regarda son mari. Il travaille pour moi. Il ne le savait tout simplement pas. Le silence dans la salle d'audience était lourd et suffocant. Il n'était rompu que par le rire nerveux de Julian. C'était un son sec et cassé, dépourvu d'humour. « Vanderhoven », répéta Julian en secouant la tête comme pour chasser l'eau de ses oreilles. « Monsieur le juge, je vous en prie. C'est Sarah Miller. Elle a grandi dans un parc de mobile homes dans l'Ohio. J'ai vu les photos. Je l'ai rencontrée. Je n'ai jamais rencontré ses parents, car elle m'a dit qu'ils étaient morts, mais il s'agit clairement d'une illusion. Elle a engagé un faussaire, un bon, peut-être, mais c'est insensé. » Il se tourna vers son avocat, attendant qu'il le confirme. « Arthur, dites-lui que c'est un crime fédéral que de présenter des documents falsifiés à un juge de la Cour suprême. » Mais Arthur Pendleton ne regardait pas Julian. Il était penché sur le banc du juge, fixant les documents que Sterling avait étalés. Le visage d'Arthur, d'habitude masqué par un air arrogant et ennuyé, était maintenant couvert d'une sueur blanche et pâteuse. Il reconnut le sceau gravé sur le papier. Ce n'était pas un tampon notarial standard. C'était le blason doré en relief du Sovereign Trust de Zurich, accompagné de la signature d'un associé principal de Baker McKenzie, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la planète. « Julian », murmura Arthur d'une voix tremblante. « Tais-toi. » « Excusez-moi, s'écria Julian. J'ai dit « tais-toi ». Arthur se redressa et regarda son client avec des yeux remplis de panique. « Votre honneur, j'ai besoin d'un moment pour examiner cette preuve. Je n'ai pas été informé de l'existence de fiducies préexistantes ou d'identités alternatives. »« Il n'y a rien à examiner, » s'écria Tiffany depuis son siège. Elle se leva, serrant son sac à main de luxe contre sa poitrine. « Elle ment, regardez-la. Elle porte des haillons. Est-ce que cela vous fait penser à une milliardaire? C'est une serveuse. Elle m'a servi un café il y a 3 ans et l'a renversé. » Sarah ne broncha pas. Elle caressa doucement les cheveux de Mia tandis que la petite fille jouait avec un pan de la robe de sa mère. Sarah leva les yeux vers Tiffany, le regard calme, presque résigné. « Je l'ai renversé parce que vous avez pincé la serveuse à côté de vous, » dit Sarah doucement. « Je vous ai vu. Vous aimez rabaisser les gens. C'est pour ça que vous aimez Julian. Vous êtes 2 personnes vides qui essayaient de vous remplir de la misère des autres. » La petite Tiffany s'est précipitée en avant, mais le baïf s'est interposé, la main sur son étui. « Asseyez-vous, Madame Blair. » Le juge Sterling a ordonné d'une voix glaciale. « Monsieur Pendleton, vous voulez examiner les documents, bien sûr, mais laissez-moi résumer ce que je vois ici afin que le dossier judiciaire soit clair. » Le juge a mis ses lunettes de lecture et a pris le document le plus épais. Il s'agit d'un acte de cession de propriété intellectuelle. Sterling Lou, daté d'il y a 6 ans. Il cède la pleine propriété de l'architecture Thorne Deep Learning, le code central de votre entreprise, M. Thorne, à Aurora Trust. À l'époque, M. Thorne, vous avez signé ce document. « J'ai signé un formulaire de décharge », protesta Julian, le front couvert de sueur. Sarah m'a dit que ce n'était qu'un formulaire, afin qu'elle puisse m'aider à déboguer le code sans réclamer d'heures supplémentaires. Je protégeais l'entreprise. Vous essayez d'exploiter une main-d'œuvre gratuite, le corrigea Sarah. Vous ne l'avez pas lu, Julian. Vous ne lisez jamais rien qui vous semble indigne de vous. Vous avez vu renonciation et vous avez signé, mais ce n'était pas une renonciation à mes droits. C'était une renonciation aux vôtres. Sarah se leva et se dirigea vers le banc. Elle bougeait différemment maintenant. La posture voûtée de la femme au foyer fatigué avait disparu. Elle se tenait debout avec la posture d'une ballerine ou peut-être d'une PDG. « Mon père est Peter Vanderhoven », annonça Sarah à la salle.
Les journalistes du fond de la salle poussèrent des cris de surprise. Les claviers se mirent à cliqueter furieusement. Peter van der Hoven était un fantôme du monde financier, un industriel néerlandais qui avait discrètement racheté la moitié des réseaux de fibre optique en Europe avant de disparaître dans la discrétion à la fin des années 90. Je me suis enfui quand j'avais 19 ans, poursuivit Sarah. Je détestais l'argent. Je détestais les faux amis, les gardes du corps, la paranoïa. Je voulais voir si je pouvais m'en sortir toute seule. J'ai changé de nom. J'ai travaillé dans des diners. J'ai vécu dans des immeubles sans ascenseur. Et puis je t'ai rencontré, Julian. Elle le regarda et, l'espace d'un instant, ses yeux s'adoucirent au souvenir d'une douleur. Je pensais que tu étais différent. Tu étais ambitieux, avide. Tu parlais de changer le monde grâce à la technologie. Je suis tombée amoureuse de ta passion. Alors, tard dans la nuit, pendant que tu dormais, j'ai corrigé ton code. J'ai écrit les algorithmes qui ont permis à Thorn Dynamics de fonctionner. Je t'ai donné les clés du royaume, Julian. Tout ce que je voulais en retour, c'était un mari qui m'aime. Je t'aimais vraiment. Julian cria, désespéré. Nous avons passé de bons moments, Sarah. Mais toi, tu as arrêté d'essayer. Tu es devenue obsédée par les enfants. Tu as arrêté de venir aux événements. J'ai arrêté de venir aux événements parce que j'ai réalisé qu'ils n'étaient que des marchés où tu te vendais, dit Sarah. Et quand je suis tombée enceinte des jumeaux, j'ai vu la façon dont tu regardais mon ventre. Tu ne voyais pas des enfants. Tu voyais des dépenses. Tu voyais des distractions. Alors tu m'as piégé. Julian pointa un doigt tremblant vers elle. Tu as caché ton argent pour me tester. C'est un piège. C'est de la fraude. Être riche n'est pas une fraude, Monsieur Thorn, dit sèchement le juge Sterling. Mais inscrire des actifs que vous ne possédez pas dans une demande de divorce est une fraude. Le juge brandit un morceau de papier. Selon cette fiducie, Thorn Dynamics est une filiale à 100% de la fiducie Aurora. Julian Thorn est répertorié comme PDG par intérim avec un contrat révocable à tout moment. Sterling regarda Julian par-dessus ses lunettes. Vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise, mon garçon. Vous êtes un employé et selon cette évaluation de performance jointe au dossier, vous êtes actuellement en période d'essai. Julian pâlit complètement. Il s'affaissa sur sa chaise. En période d'essai, murmura-t-il. Pour mauvaise gestion flagrante des fonds de l'entreprise, cita Sarah de mémoire. Plus précisément, pour avoir détourné des fonds destinés à la recherche et au développement à des fins personnelles. Elle jeta un regard à Tiffany, comme si elle voyait des appartements de terrasse à Soho et des colliers en diamant de chez Cartier. La salle se tourna vers Tiffany. La maîtresse était figée, la bouche légèrement ouverte. La réalité la frappait comme un accident de train au ralenti. L'atmosphère dans la salle d'audience passa du choc à quelque chose de plus vif, de plus vicieux. C'était l'odeur du sang dans l'eau. Tiffany Blair, qui avait passé la dernière heure à se pavaner comme un paon, ressemblait soudain à un animal acculé. Son regard passait rapidement de Julian au juge, puis à Sarah. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle n'était pas un génie, mais elle savait survivre. Elle savait compter. Julian moins la dynamique Thorn égalait 0. Julian moins les actifs égalait des dettes. Julian plus une enquête pour détournement de fonds égalait la prison. « Attendez une minute, dit Tiffany d'une voix aiguë. Elle se leva, ignorant cette fois-ci l'huissier. Elle s'éloigna de la table de Julian, créant une distance physique entre eux. Je ne savais rien de tout cela. Julian la regarda, trahi. « Tiff, qu'est-ce que tu fais? » « Je ne savais pas. » Elle cria en se tournant vers le juge. « Votre honneur, je suis une victime dans cette affaire. Il m'a dit qu'il possédait tout. Il m'a dit qu'elle était une sangsue. Il m'a acheté des cadeaux. Oui, mais je pensais qu'il était un homme d'affaires prospère. S'il a volé cet argent, cela n'a rien à voir avec moi. » Tiffany. Julian se leva, le visage rouge de rage. « Tu m'as supplié de t'acheter cet appartement. Tu as choisi les bijoux. Tu m'as dit de faire preuve de créativité avec la comptabilité quand je t'ai dit que les liquidités étaient limitées. Menteur. » Tiffany pointa son ongle manucuré vers lui. « Je n'ai jamais dit ça. C'est toi le menteur. Tu lui as menti et tu m'as menti. » Elle se tourna vers Sarah, son expression se transformant instantanément en un masque grotesque de supplication fraternelle. « Sarah, Sarah, tu sais comment il est, » dit Tiffany, la voix tremblante de fausses larmes. « C'est un manipulateur. Il m'a utilisé comme il t'a utilisé.
Je ne suis qu'une fille de l'Indiana qui essaie de réussir dans cette ville. Je ne savais pas qu'il abusait de ta confiance. Si j'avais su que ces diamants avaient été achetés avec l'argent de tes enfants, je ne les aurais jamais touchés. Elle commença à détacher le collier de diamants autour de son cou. Ses doigts tâtonnèrent avec le fermoir. « Tiens, reprends-le. Je n'en veux pas. » Elle jeta le collier sur la table de l'accusé. Il glissa sur le bois et atterrit à côté du sac en toile de Sarah. Sarah ne le toucha pas. Elle se contenta d'observer Tiffany s'effondrer. « Il est trop tard pour faire marche arrière, Tiffany, » dit Sarah froidement. Les experts comptables judiciaires ont déjà retracé les virements bancaires. Vous avez accepté des cadeaux d'une valeur totale de 3 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Aux yeux de l'IRS et de la fiducie, vous êtes complice de détournement de fonds. Tiffany eut le souffle coupé. Elle regarda Arthur Pendleton. « Faites quelque chose. Défendez-moi. » Arthur était occupé à ranger sa mallette. Il referma les fermoirs. « Monsieur Pendleton ?» demanda Julian, stupéfait. « Où allez-vous? »« Je me récuse, » dit Arthur sans le regarder dans les yeux. « Je représente Julian Thorne, le propriétaire de Thorne Dynamics, puisque cette personne n'existe plus, et puisque mes honoraires ont été payés à partir d'un compte d'entreprise qui est désormais gelé par le véritable propriétaire, dit-il en jetant un coup d'œil à Sarah. Je travaille actuellement bénévolement, et je ne travaille pas bénévolement. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. » Julian attrapa la manche d'Arthur. Arthur le repoussa avec un regard de pur dégoût. « Je vous suggère de demander un avocat commis d'office. » Julian, car une fois que Madame Thorne, Ms. Vanderhoven aura déposé plainte, cette audience de divorce sera le moindre de vos problèmes. Arthur sortit. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui avec une finalité qui résonna comme une cellule de prison qui claque. Julian resta seul. Sa maîtresse s'était retournée contre lui. Son avocat s'était enfui. Son empire n'était qu'un mirage. Il regarda le juge d'un air suppliant. « Votre honneur, je vous en prie. Nous pouvons régler cela, Sarah. » Il se tourna vers sa femme. Il essaya de faire appel au charme qu'il avait séduite 5 ans auparavant. Il esquissa un sourire faible et tremblant. « Sarah, chérie, regarde-nous. Nous sommes une famille. Nous avons Léo et Mia. Tu ne veux pas envoyer le père de tes enfants en prison. Penses-tu aux jumeaux? » Sarah baissa les yeux vers les jumeaux. Léo dessinait sur sa tablette. Mia dormait, la tête posée sur les genoux de Sarah. « Je pense à eux, » dit Sarah. « C'est pour ça que je fais ça. » Elle reprit l'enveloppe et en sortit un dernier document. « Il y a encore un rebondissement, Julian, dit-elle. Un autre secret que tu ignores. » Le juge Sterling se pencha en avant. « Continuez, mademoiselle Vanderhoven. La fiducie ne concerne pas seulement l'entreprise, expliqua Sarah. Mon père Peter était un homme paranoïaque. Il a mis en place une clause successorale. Elle stipule que si je me mariais, mon conjoint serait soumis à une période d'acquisition de 5 ans. Si après 5 ans, le mariage était toujours intact et fidèle, le conjoint se verrait accorder 50% du contrôle des actifs. Les yeux de Julian s'écarquillèrent. 5 ans. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire. Exactement. Sarah dit, si tu avais attendu un jour de plus, si tu n'avais pas demandé le divorce, si tu n'avais pas trompé ton épouse, tu aurais légalement possédé la moitié d'une fortune de 40 milliards de dollars. Tu aurais été plus riche que Dieu, Julian. Julian sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa à la table pour se soutenir. Il était à un jour de tout ce qu'il avait toujours voulu, et il avait tout gâché pour Tiffany Blair et une jupe crayon. Mais a poursuivi Sarah, la voix tranchante comme une lame, parce que tu as demandé le divorce avant la fin de la période d'acquisition, et parce que j'ai la preuve de ton infidélité. La preuve? A couiné Tiffany. Sarah a fouillé dans son sac et en a sorti une petite clé USB. La caméra de la nounou, a-t-elle dit simplement. Tu pensais que j'avais renvoyé la nounou parce qu'elle volait? Non, je l'ai renvoyée pour pouvoir installer des caméras. J'ai des images de toi et Tiffany dans mon lit, Julian, en train de discuter de la façon dont tu allais te débarrasser de cette vieille sorcière une fois que tu aurais introduit la société en bourse. Elle lança la clé USB au juge. En raison de la clause d'infidélité, conclut Sarah. Julian est non seulement disqualifié de trust, mais il est également passible d'une pénalité pour mauvaise foi. Il doit au trust chaque centime qu'il a dépensé pendant le mariage et qui n'était pas strictement destiné au ménage. Le juge Sterling fit le calcul dans sa tête. « Monsieur Thorne, dit-il gravement,
Il semble que vous ne soyez pas seulement en faillite. Vous devez environ 12 millions de dollars à votre femme. » Julian poussa un cri semblable à celui d'un animal blessé. Il regarda Tiffany, qui pleurait maintenant dans ses mains, ruinant son mascara. Il regarda Sarah, qui était aussi immuable qu'une montagne. « Tu m'as ruiné, » murmura Julian. « Tu avais tout prévu. Tu m'as laissé creuser ma propre tombe. »« Je t'ai donné l'appel, » dit Sarah. « Mais c'est toi qui as continué à creuser. » Soudain, les portes s'ouvrirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un avocat. 2 hommes en costume sombre entrèrent. Ils portaient des oreillettes et se déplaçaient avec une précision militaire. Ce n'étaient pas des policiers. C'étaient des agents de sécurité privés. Mais derrière eux marchait un homme en trench coat qui brandit un badge. « FBI », annonça l'homme. « Nous avons un mandat d'arrêt contre Julian Thorne et Tiffany Blair. »« Quoi ?» s'écria Tiffany. « Pourquoi moi? Espionnage industriel et fraude électronique. » L'agent dit « Il semble que vous ayez essayé de vendre l'algorithme de Thorne Dynamics à un concurrent chinois la semaine dernière. Nous avons surveillé vos emails. » Julian resta bouche bée. Il regarda Tiffany. « Tu as envoyé ces emails? C'est toi qui me l'as demandé. » Tiffany a crié. « Tu as dit qu'on avait besoin d'argent pour le mariage. »« J'ai dit de trouver de l'argent, pas de vendre le code. »« Ça suffit, » a dit l'agent en sortant des menottes. Alors que les agents s'approchaient, Sarah s'est levée. Elle a pris Leo dans ses bras et a réveillé Mia. Elle n'a pas regardé son mari qui était plaqué contre le mur et menotté. Elle n'a pas regardé la maîtresse qui était traînée dehors en donnant des coups de pied et en criant. Elle regarda le juge Sterling. « Pouvons-nous partir maintenant, votre honneur ?» demanda-t-elle. « C'est l'heure de la sieste. » Le juge Sterling regarda le chaos qui régnait dans sa salle d'audience, l'arrestation, le magnat ruiné, la maîtresse hurlante. Puis il regarda la mère debout au milieu de la tempête, tenant ses enfants dans ses bras. Il lui adressa un sourire sincère et chaleureux. « Affaire classée, » dit Sterling en frappant son marteau. « Rentrez chez vous, mademoiselle Vanderhoven. » Mais alors que Sarah sortait de la salle d'audience sous les flashs aveuglants des appareils photo des paparazzi, elle savait que l'histoire n'était pas terminée. Julian allait aller en prison. Oui, mais la famille Vanderhoven avait des ennemis. Et en révélant qui elle était, Sarah venait de se mettre une cible dans le dos. Elle entra dans le couloir et un homme en costume noir se dressa sur son chemin. Il n'était pas du FBI. Il était plus âgé et avait une cicatrice sur la joue. Il regarda les jumeaux, puis Sarah. « Votre père vous salue, » dit l'homme. « Il veut rencontrer ses petits-enfants. » Sarah se figea. Son père était censé être dans le coma dans une clinique suisse. C'était la dernière nouvelle qu'elle avait eue. « Mon père est invalide, » dit-elle en serrant les enfants contre elle. L'homme sourit, et ce sourire était si froid qu'il lui glaça le sang. « Les miracles existent, Sarah, » dit-il. « La voiture vous attend. » Le SUV noir sentait le cuir citronné et la cigarette froide. Cette odeur amena Sarah 10 ans en arrière, à l'époque où elle n'était qu'une petite fille effrayée nommée Sarafina Vanderhoven, cachée à l'arrière d'un convoi blindé. Elle serra Léo et Mia contre sa poitrine. Les jumeaux, sentant que quelque chose n'allait pas, étaient devenus étrangement silencieux. Léo fixait l'homme à la cicatrice assis en face d'eux. « Silas, » dit Sarah, d'une voix à peine audible. « Tu as des cheveux gris. » L'homme à la cicatrice ne sourit pas. Silas était le chef de la sécurité de son père depuis avant sa naissance. C'était une machine en costume, efficace, mortelle et absolument loyale à un seul homme. « Le temps vient pour nous tous, mademoiselle Sarah, » grommela Silas. Il tapota la vitre de séparation. « Roulez, où allons-nous » demanda Sarah, sa peur commençant à se transformer en colère. « Les journalistes du tribunal m'ont vu monter dans cette voiture. Vous ne pouvez pas me faire disparaître comme ça. »« Nous ne vous faisons pas disparaître, » dit Silas, et en regardant par la vitre teintée alors que la silhouette de la ville commençait à s'éloigner. « Nous rentrons chez nous, dans le domaine des Hamptons. Il nous attend. Il est dans le coma, » insista Sarah, même si elle sentait un nœud froid se former dans son estomac. « J'ai vu les rapports médicaux. Accident vasculaire cérébral massif, état végétatif. » Silas la regarda enfin. Ses yeux étaient dépourvus de pitié. « Monsieur Vanderhoven paye de très bons médecins pour dire au monde exactement ce qu'il veut qu'ils entendent. Le coma est un moyen pratique de voir qui sont vos vrais amis et de voir lesquels de vos ennemis baissent leur garde. »
Sarah sentit le sang se retirer de son visage. C'était un test. Avec lui, c'était toujours un test. Le trajet dura 2 heures. Ils s'arrêtèrent devant un portail en fer qui ressemblait davantage à l'entrée d'une forteresse qu'à celle d'une maison. Le domaine Vanderhoven était un vaste manoir gothique perché sur une falaise surplombant l'océan Atlantique. Les vagues se brisaient contre les rochers en contrebas, avec un rythme violent qui correspondait au battement du cœur de Sarah. Silas ouvrit la porte. Laisse les bagages. Amène les enfants. Sarah sortit dans le vent marin glacial. Elle souleva Mia sur sa hanche et prit la main de Léo. Ils montèrent les marches de marbre flanquées de gardes de sécurité silencieux qui ressemblaient davantage à des mercenaires. Les doubles portes s'ouvrirent. Le hall d'entrée était exactement comme dans ses souvenirs. Froid, spacieux et rempli d'œuvres d'art inestimables qui semblaient l'observer. La bibliothèque. Silas lui indiqua le chemin. Sarah marcha jusqu'au bout du couloir. Les portes de la bibliothèque étaient en acajou, lourdes et imposantes. Elle les poussa pour les ouvrir. La pièce était sombre, éclairée uniquement par le feu crépitant dans l'imposante cheminée en pierre. Assise dans un fauteuil à oreilles en cuir à haut dossier face au feu, se trouvait une silhouette. « Bonjour, Sarafina », dit une voix rauque. Elle ressemblait au froissement de feuilles sèches sur du béton. Le fauteuil pivota lentement. Peter Vanderhoven était plus âgé que dans ses souvenirs. Sa peau était comme du parchemin tendu sur des pommettes saillantes. Il tenait une canne dont le pommeau était orné d'une tête de loup en argent, mais ses yeux, d'un bleu pâle et perçant, étaient électriques. C'étaient les yeux d'un prédateur qui n'avait rien perdu de son mordant. « Père », dit Sarah en restant debout. Elle ne fit pas mine de l'embrasser. Ce n'était pas un homme qui aimait les embrasser. Peter ne la regarda pas. Son regard se posa immédiatement sur les enfants. Il les examina avec un détachement clinique, comme un joaillier inspectant des diamants bruts à la recherche d'imperfections. « Identiques », murmura Peter. « De beaux jeans, des mâchoires carrées. Ils ont le look, ils ont des prénoms. » Sarah s'énerva. Léo et Mia, des prénoms banals. Peter ricana, des prénoms de commerçants et de commis. « Nous allons les changer. Quelque chose de plus dynastique. Leopold et Wilhelmina. » Peut-être. Sarah recula, protégeant les jumeaux de son corps. « Vous ne changerez rien. Nous ne resterons pas. Je voulais juste vous regarder dans les yeux et vous dire que je ne veux pas de votre argent. J'ai dénoncé Julian. J'ai repris l'entreprise et maintenant je vais la vendre. Je vais prendre l'argent et disparaître à nouveau. » Peter rejeta la tête en arrière et éclata de rire. C'était un son terrifiant. « Vends-la. » Il secoua la tête, la regardant avec une fausse déception. « Tu penses encore, petite fille? Tu penses avoir vaincu Julian Thorne? Julian n'était qu'un moucheron. Je l'ai laissé t'épouser. » Sarah eut le souffle coupé. « Quoi? Je savais où tu étais tout ce temps, » dit Peter en rapprochant son fauteuil. « Je savais que tu servais dans ce boui-boui. Je savais que Thorne te courtisait. J'ai vérifié ses antécédents avant même qu'il ne t'offre ton premier verre bon marché. Tu m'as laissé épouser un escroc. Je t'ai laissé épouser un homme faible, » corrigea Peter. « Parce que j'avais besoin de savoir si tu étais faible, toi aussi. J'avais besoin de voir si 5 ans de corvée ménagère te briseraient, si tu deviendrais une femme au foyer molle et pathétique. » Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais aujourd'hui, tu m'as surpris. Tu ne l'as pas simplement quitté. Tu l'as détruit. Tu as utilisé la fiducie. Tu as utilisé le système juridique comme une arme. » C'était impitoyable, Sarafina. C'était Vanderhoven. Je l'ai faite pour protéger mes enfants, siffla Sarah. « Et c'est pour cela que tu es ici, » dit Peter, sa voix se réduisant à un murmure. « Je suis en train de mourir, Sarafina. Pour de vrai, cette fois, les médecins me donnent 6 mois. L'Empire a besoin d'un héritier. Je pensais devoir sauter une génération et former moi-même les jumeaux. Mais peut-être que tu es récupérable. » Il appuya sur un bouton situé sur l'accoudoir de son fauteuil. Les portes de la bibliothèque se verrouillèrent dans un bruit métallique sourd. « Mais les enfants resteront ici, » déclara Peter. « Ils seront élevés ici, éduqués ici. Ils n'iront pas à l'école publique. Ils ne mangeront pas de cochonneries industrielles. Ils font partie de la royauté et seront élevés dans le château. »« Non, » dit Sarah. « Ce n'était pas une demande, » dit Peter calmement. « Vous êtes actuellement recherché pour être interrogé au sujet de la disparition de données sensibles des serveurs Thorne,
Des données qui intéressent beaucoup le FBI. Silas peut envoyer les agents ici dans 10 minutes. Vous irez en prison pour espionnage industriel et j'obtiendrai la garde, ou vous resterez ici, vous prendrez place à ma droite et nous les élèverons ensemble. Il sourit. Échec et mat, ma chère. Le feu crépitait, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de la bibliothèque. Léo gémit, cachant son visage dans la jupe de Sarah. Ce son, le son de la peur de son fils, fit basculer quelque chose en Sarah. Elle regarda son père. Il était assis là comme un roi sur son trône, sûr de sa victoire. Il jouait à ce jeu depuis 40 ans. Il avait renversé des gouvernements et mis des économies en faillite. Il pensait jouer aux échecs contre une novice. Mais il avait oublié une chose. Sarah n'avait pas seulement été serveuse pendant les 5 dernières années. Elle avait été programmeuse. Et avant cela, elle avait été sa fille. Elle savait comment fonctionnait la machine, car elle avait aidé à mettre en place le cryptage qui la protégeait. Sarah détacha doucement Léo de sa jambe. Elle s'accroupit, l'embrassa sur le front et murmura. Silence profond. C'était un jeu auquel ils jouaient. Les jumeaux s'assirent immédiatement sur le tapis persane et se turent, observant. Sarah se leva et lissa sa robe. Elle se dirigea vers le bureau en acajou, où son père gardait sa carafe de brandy. Elle se servit un verre, la main parfaitement ferme. « Tu penses avoir un moyen de pression, père ?» dit Sarah en prenant une gorgée. Le brandy la brûla, la ramenant à la réalité. « Tu penses que parce que tu contrôlais les avocats et les juges, tu me possèdes. »« Je m'occupe de réalité, Serafina, » dit Peter en la regardant avec amusement. « La réalité, c'est que tu n'as aucune ressource. Tu n'as aucun allié. Tu es une mère célibataire avec un algorithme volé. » « L'algorithme n'est pas volé, » dit Sarah en se tournant vers lui. « Et ce n'est pas seulement un algorithme pour un moteur de recherche, n'est-ce pas? » Le sourire de Peter vacilla légèrement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Thorn Dynamics, » dit Sarah, en faisant lentement les 100 pas dans la pièce. « En surface, c'est une technologie grand public. L'exploration de données pour la publicité, mais sous le noyau d'apprentissage profond, c'est une analyse prédictive de l'instabilité géopolitique. » Elle s'arrêta et le regarda. Julian était trop stupide pour comprendre ce que faisait le code. Il pensait qu'il prédisait les tendances boursières. Mais j'ai vu les journaux, père. Il prédisait des émeutes. Il prédisait des coups d'État en Amérique du Sud. Et il envoyait ses données à un serveur privé à Zurich. Ton serveur, Peter serra sa canne plus fort. Son amusement avait disparu. Tu as beaucoup d'imagination. J'ai la clé de cryptage, Sarah mentit. Ou plutôt, c'était un demi-mensonge. Elle avait la clé de la porte dérobée qu'elle avait installée il y a des années. Elle ne savait pas exactement ce que contenaient les fichiers, mais elle en savait assez pour savoir que cela le détruirait. Quand j'ai réalisé que Julian allait essayer de vendre l'entreprise, Sarah continua d'une voix plus forte. Je ne me suis pas contenté de l'exclure. J'ai installé un dispositif de sécurité. Si je n'entre pas un code spécifique dans un terminal sécurisé toutes les 24 heures, toute la base de données, toutes les pauses de vin, tous les contrats d'opérations secrètes, tous les registres de surveillance illégale sont automatiquement téléchargés sur les serveurs du New York Times, du FBI et d'Interpol. Le silence dans la pièce était absolu. Même le feu semblait avoir cessé de crépiter. Peter la fixait du regard. Pour la première fois de sa vie, Sarah vit dans ses yeux autre chose que du mépris. C'était du calcul. Il réévaluait le niveau de menace. « Vous bluffez, » dit Peter doucement. « Vraiment? » Sarah sortit son téléphone de sa poche. Elle le brandit. « Cela fait 23 heures depuis ma dernière vérification. Il me reste 50 minutes. Si vous demandez à Solace de m'arrêter, je ne pourrai pas entrer le code. Si vous prenez mes enfants, je n'entrerai pas le code. Et si vous essayez de me faire du mal, eh bien, le monde découvrira que le grand Peter Vanderhoven n'est pas un homme d'affaires, mais un criminel de guerre. » Elle fit un pas vers lui. « Vous avez traité Julian de Nat, dit-elle, mais vous avez oublié que c'est moi qui ai conçu la tapette à mouche. » Peter la fixa du regard pendant une longue minute angoissante. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. Ce n'était pas le sourire cruel de tout à l'heure. C'était un sourire de fierté authentique et terrifiante. Silas Peter appela, sans quitter sa file des yeux. Le chef de la sécurité sortit de l'ombre. « Monsieur, annulez l'appel au FBI, dit Peter, et préparez l'aile réservée aux invités. Ma fille et mes petits-enfants resteront pour dîner.
Nous ne resterons pas pour le dîner, dit Sarah fermement. Nous partons maintenant. Vous allez nous fournir un lieu de résidence sûr, pas d'ici, mais aussi ici, mais dans un endroit neutre. Vous me transférerez la garde légale complète des enfants sans contestation et vous signerez l'acte de transfert à la fiducie sans la période d'acquisition de 5 ans. Et si je refuse, je laisserai le temps s'écouler, dit Sarah. Elle tapota l'écran de son téléphone. 55 minutes. Peter regarda le téléphone, puis Sarah. Il y eut un petit rire sec et rauque. « Tu es vraiment ma fille, dit-il. Impitoyable, manipulatrice, dangereuse. »« J'ai appris du meilleur, répondit Sarah froidement. Peter fit signe à Silas. « Fais ce qu'elle dit. Prépare l'hélicoptère. Amène-les à l'appartement terrasse de Manhattan, celui de la 5e avenue. » Il regarda les jumeaux qui étaient toujours assis tranquillement sur le tapis. Léopold. « Wilhelmina, » dit Peter, savourant à nouveau ses prénoms. « Ils seront formidables. »« Très bien. Tu as gagné cette manche, Sarafina. Mais n'oublie pas, il est facile de posséder la couronne. Le plus difficile, c'est de la garder sur la tête alors que tout le monde essaye de te trancher la gorge. »« Je n'ai plus peur de toi, dit Sarah. Elle prit les jumeaux dans ses bras. « Et je ne suis pas Sarafina. Je m'appelle Strasser Thorne et j'ai fini de fuir. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. Silas l'ouvrit pour elle, s'écartant avec une déférence nouvelle. Alors qu'elle marchait dans le couloir, serrant ses enfants dans ses bras, Sarah avait les jambes en coton. Elle tremblait. C'était du bluff. Il n'y avait pas de dispositif de sécurité. Il n'y avait pas de téléchargement automatique vers Interpol. Elle venait de bluffer l'homme le plus dangereux du monde et elle avait gagné. Mais alors qu'elle sortait dans l'air nocturne, le vent fouettant ses cheveux, elle savait que son père avait raison sur un point. Ce n'était pas la fin. Julian était parti. Mais maintenant, elle était un joueur sur un échiquier beaucoup plus grand. Elle avait l'argent, elle avait le pouvoir et elle avait des cibles dans le dos. Elle attacha les enfants dans l'hélicoptère qui les attendait. Alors que les rotors commençaient à tourner, les éloignant du sombre manoir gothique, Sarah regarda les lumières de New York au loin. Elle avait sa liberté. Elle avait ses enfants. Mais le jeu venait de commencer. 6 mois plus tard, la vue depuis le 45e étage de la tour fictive Aurora Tower était à couper le souffle. Central Park ressemblait à une tache verte sur une couverture grise, et les voitures en dessous n'étaient que des grains de poussière. Sarah se tenait près de la baie vitrée, sirotant d'un espresso. Elle ne portait plus la robe à fleurs délavée. Elle portait un blazer noir sur mesure, un pantalon ajusté et des talons aiguilles qui claquaient avec autorité sur le sol en marbre. Madame Vanderhoven, Sarah se retourna. Son assistant, un jeune homme nommé David, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air nerveux. « C'est juste Sarah. »« David, » le corrigea-t-elle doucement, bien que son regard restât impassible. « Qu'y a-t-il? »« Le conseil d'administration attend, » dit David. « Et il y a une lettre du centre correctionnel Upstate. » L'expression de Sarah ne changea pas. Elle se dirigea vers son bureau, une imposante dalle d'obsidienne qui appartenait autrefois à Julian. Elle prit la lettre. L'écriture sur l'enveloppe était irrégulière, désespérée. Julian Thorne, elle ne l'ouvrit pas. La nouvelle avait été annoncée 3 mois plus tôt. Julian avait plaidé coupable de fraude électronique et de détournement de fonds pour éviter les accusations d'espionnage. Il purgeait une peine de 8 ans. Tiffany était devenue témoin à charge pour sauver sa peau, obtenant une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général. Mais sa position sociale était ruinée. La dernière fois que Sarah avait entendu parler de Tiffany, elle travaillait dans un magasin dans le New Jersey, essayant de rembourser ses dettes judiciaires. Sarah ouvrit le tiroir de son bureau et y déposa la lettre non ouverte à côté des autres. L'indifférence, avait-elle appris, était une punition bien plus sévère que la colère. « Brûle-la, dit-elle en fermant le tiroir, et dis au conseil d'administration que j'arrive dans 5 minutes. J'amène les enfants. »« Les enfants, madame? »« Oui. » Sarah sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. « C'est la journée, emmenez votre enfant au travail et ils doivent apprendre comment fonctionne l'entreprise. Après tout, elle leur appartient. » Elle entra dans la crèche privée qu'elle avait faite construire à côté de son bureau. Léo et Mia étaient assis sur un tapis moelleux, concentrés sur une table basse. « Le cavalier a un F3, » marmonna Léo en déplaçant une pièce en bois. « Le pion prend le chevalier, » conta Mia, renversant la pièce de son petit poing. Sarah les observa un instant, envahie par un mélange de fierté et de crainte. Ils apprenaient vite,
Trop vite. Sur la table entre eux se trouvait un jeu d'échecs. Ce n'était pas n'importe quel jeu. Il était sculpté à la main dans de l'ivoire et de l'ébène, un cadeau qui était arrivé la veille par coursier. Il n'y avait pas de carte, juste une note avec un sceau de cire représentant une tête de loup à l'attention des nouveaux joueurs. Elle venait de son père. Peter gardait ses distances, restant dans sa forteresse des Hamptons, mais il observait. Il savait que son bluff au sujet du dispositif de sécurité était un mensonge. Ou du moins, il le soupçonnait. Mais il savait aussi qu'au cours des 6 derniers mois, Sarah avait réellement acquis le pouvoir qu'elle prétendait avoir. Elle avait fait le ménage dans l'entreprise, licencié les acolytes de Julian et sécurisé les fichiers cryptés pour de bon. Elle ne se cachait plus. Elle était la reine sur l'échiquier. Chichier protégeant ses 2 pions jusqu'à ce qu'ils puissent devenir eux-mêmes rois et reines. « Maman, dit Léo en levant les yeux rayonnants. « Je ne gagne que parce que je te laisse gagner, rétorqua Mia. Sarah s'agenouilla et leur caressa les cheveux. Le but du jeu n'est pas de gagner rapidement, Léo. Il s'agit de survivre le plus longtemps possible. Allez, enfilez vos vestes. Nous avons une réunion avec ces hommes en costume ennuyeux, demanda Mia en plissant le nez. Oui, répondit Sarah en se levant et en tendant la main à chacun d'eux. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ils travaillent pour nous. Ne leur montrez jamais que vous avez peur. Ne leur montrez jamais que vous êtes fatigués. Elle les fit sortir de la nurserie, traversa la suite exécutive et se dirigea vers la salle de réunion. Lorsque les doubles portes s'ouvrirent, la salle remplie d'hommes âgés et riches se tut. Ils se levèrent à l'unisson, boutonnant leurs vestes, le respect gravé sur leur visage. Un respect né de la peur. Sarah se dirigea vers la tête de la table. Elle s'assit, tirant Léo sur ses genoux, tandis que Mia s'asseyait sur la chaise vide à côté d'elle. « Messieurs, dit Sarah d'une voix claire et autoritaire. Commençons. Le changement d'image de Thorn Dynamics prend fin aujourd'hui. Bienvenue dans l'ère d'Aurora. Elle regarda son reflet dans le bois poli de la table. La serveuse avait disparu. La victime avait disparu. À sa place se trouvait une mère. Et que Dieu vienne en aide à quiconque tenterait à nouveau de toucher à sa famille. Quelle aventure! De femme méprisée dans une robe défraîchie à PDG d'un empire valant des milliards, Sarah a prouvé qu'il ne fallait jamais juger un livre à sa couverture, ni une serveuse à son tablier. Julian et Tiffany ont appris à leurs dépens que lorsqu'on joue avec le feu, on ne se brûle pas seulement, on perd tout. Mais qu'en pensez-vous? Sarah est-elle allée trop loin en cachant son identité pendant 5 ans? Ou était-ce l'épreuve ultime de l'amour véritable que Julian a échoué? Et pensez-vous que son père Peter va vraiment rester à l'écart? Ou est-il en train de préparer son prochain coup? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de vengeance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Pas d'horaire, même quand je travaillais, bah, je pouvais travailler jusqu'à 20h, puis ne pas dormir jusqu'à 6h du mat, faire une nuit blanche, tu vois? J'avais vraiment pas d'horaire. Du coup, c'est dur de se caler sur la personne, tu vois? Mais là, je travaille pas. Là, je travaille pas. Et là, je suis pas en couple et je travaille pas. Donc là, je fais vraiment ce que je veux. Et j'ai jamais été aussi bien que ne pas être en couple, en fait. Je crois que et en plus, vas-y, je suis possessivement jalouse, machin. Je préfère, tant que je me dis: «Tant que moi, j'ai pas guéri et que j'ai pas travaillé sur ma propre personne, tu peux pas te mettre en couple». Si toi, tu as un problème mental pour moi, jalousie maladive, c'est un problème mental, hein. Te mets pas en couple. Tu vas juste faire souffrir toi et te faire souffrir la personne avec qui tu es. Faut juste pas se mettre en couple, d'accord? Moi, je suis très le gars, il regarde une autre meuf, red flag. Le gars, il respire le même air une meuf, red flag. Le gars, il joue avec une meuf, il parle avec une meuf, red flag. Je peux pas. En fait, je peux pas accepter le fait que mon gars, il va parler à quelqu'un d'autre. Non! La caissière, c'est une fille, tu changes de caisse. Tu changes de caisse. La secrétaire, c'est une fille, tu lui parles pas. Je peux pas. Mais imagine, il y a des meufs dans son chat. Imagine, il y a des meufs dans son chat. Non, 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 non. Non, imagine une meuf le sub. Non, 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 divorce. Divorce. Sa sœur, c'est une fille.
C'est sa seule fille, d'accord? Je suis la seule fille. Je suis la seule fille. Je suis la seule fille de sa vie. Il a pas le droit d'avoir d'autres femmes dans sa vie, genre, c'est pas possible. Non, mais on rigole, mais je préfère vraiment rester. Kimchi, il m'a écrit, il m'a répondu sur Insta. Ah, je suis quelqu'un. Eh, je suis quelqu'un, la team. J'ai Kimchi qui m'a répondu. Dinguerie. Oh, attends. Putain, mais ils sont forts, hein. Glove minus 1-1-1. Mais il cheat. Il cheat. Glove low. Was double. Oh non, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'ai cru que c'était lui qui était garage. J'ai rien compris. J'ai cru que c'était le phénix. Mais j'ai tué la clove garage. Bref, mon cerveau, je pensais qu'il était derrière moi en fait. Et j'avais dash sur site. Oh la conne. Oh, je suis débile. J'ai pas suivi la game. Vas-y, frérot. 4-1-4. 1-4, 1-4, 1-4. Ça va être. Coucou Mountain, c'est qui Kimchi? Les deux étaient garage. Oui, en fait, les deux étaient garage. Alors, connaissant Jidou, il y a eu aucun chat GPT là. Il y a eu aucun chat GPT. Ça vient. C'est pas chat GPT ça. I built for retake. Je voulais la tuer. Pourquoi je vise le mur? J'ai fait le tour du mur. Alors que je voulais kill et repartir. Ah, ils sont trop forts, hein. Ils sont trop forts. J'aurais dû attendre les autres pour éviter que je suis con. Je critique toute seule. Vas-y, la game est loose. J'ai préféré la game surprise. Coucou Mixa. Oui, ça vient du cœur. Oui, mais je te connais, je sais que c'est pas ChatGPT. Ouais, c'est un streamer Valo, ouais. Et il y a quelqu'un qui avait fait une blague raciste en mode ah, mange pas le chien, je sais pas quoi, parce que bah il est asiatique. Et il a posté ça et j'avais pas compris. Genre, j'avais pas compris. J'ai vraiment les messages, ils étaient bizarres. J'étais en mode et j'ai fait mais c'est passé quoi? Et il m'a répondu. Ouais, je suis quelqu'un là-dessus. Je suis quelqu'un. Mais j'ai une photo avec Kimchi. Daloris. Tout mid. Bah, faut bien trouver quelqu'un pour la Saint-Valentin. Enfin, Saint-Valentin. Mais salope en fait. Voilà. Salope. Moi je serais Théodora. Tata, cerne sous les yeux. Sur les deux. Je t'aime, un homme pas deux. Ta-la-li-la-li-la, li-la-li-la-na. Ta-li-la-li-la, li-la-li-la-la. Nice. Tita-tita, tila-li-la-la. Est-ce que c'est... Oui. Allez, pour que quand je le quitterai, tout le monde me dira putain, mais Catharsis, c'est une grosse salope. Il était là quand Kata elle avait son cancer. Elle l'a quitté, cette pute. On va tous marier des putes. Ah non, c'est bon, laisse tomber. T'as plus le droit de quitter un mec, genre ça va se retourner contre toi de toute façon. Non, ça y est, c'est bon. Bah non, j'ai pas dérapé, c'est des vrais commentaires. J'ai lu les commentaires, un gars dit oh, heureusement que Tenz a quitté cette pute toxique. Vrai commentaire que j'ai lu sous un TikTok. Ah, c'était en mode finally Tenz left this fucking hole, je sais pas quoi, toxic hole, je sais pas quoi. C'est des vrais. Pourquoi j'appuie sur eux? Oui. Oui. On site. Oui. Bisous Roxane. Après avant... Ouais mais c'est vrai, les gens ils ont cours.
Putain, on est mardi, bah oui, moi je vis ma belle vie là. Moi j'ai aucune notion de jour. Bah oui, il y a des gens ils ont cours. Bon cours. Arrête l'école. Full streaming, j'avoue. Hein. En vrai, il y a du potentiel. Hein. Il y a grave un potentiel en vrai. Hein. Moi je le vois bien, streamer et tout. Hein. Les cours c'est vraiment pour les nazes. Hein. Trop surcoté. Ah, c'est pas le même gars. C'est pas le moment d'arrêter. Encore. Bon cours à toi. Étudie bien, travaille bien à l'école et respecte les profs, c'est important. C'est important, les professeurs. Ils se font toujours maltraiter, les professeurs, je trouve. Les pauvres, ils ont rien demandé. Respectez vos profs un peu, là. Ah, j'ai stun un... Ah, les winnable, en vrai, si je me focus, en vrai, c'est win, mais je suis pas focus. Ils sont casse, franchement. Oui, non, mais oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant... Hein? T'as capté. Oh, j'ai cru que je l'avais raté. Je suis blind, je ne vois rien. Je spray. Oui. Bah, je dis ça parce que moi j'étais dans une école russe et dites-vous que les Russes, ils ont pas la même mentalité que les Français, tu vois. Je vous jure, quand j'ai vu des profs se faire bully, j'ai pleuré. Les bullies russes, c'est des fous. C'est un peu vraiment comme dans les séries, en mode ils balançaient des papiers, ils balançaient des crayons sur le prof, ils balançaient des trucs. Les gars, ils se couchaient sur un bureau comme ça, sur le banc, avec leur téléphone, ils jouaient à des jeux vidéo pendant le cours de la meuf. Hein. Vraiment, ils étaient en mode aucun cahier, rien, ils étaient sur leur tel comme ça, sur le bureau. Ils se mettaient bien, ils se couchaient par terre, ils jouaient au téléphone et tout. La prof, elle a pleuré, elle a appelé la directrice. La directrice est venue, elle a un peu calmé le truc, mais la prof, elle a pleuré. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi aussi, j'ai pleuré. Vas-y, les gens, ils sont trop irrespectueux et tout. La prof, en plus, elle était trop gentille. Mais elle était trop gentille, c'est ça le problème. Elle était trop gentille. Tu sais, vraiment le genre de prof qui a pas d'autorité, qui laisse. Bah, tu sais, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et... Elle était trop. C'est la prof de dessin. Soit les profs de dessin, elles sont un peu gentilles et tout. Elle était trop gentille. Les gens, ils ont profité trop. Elle se faisait tellement bully, elle se faisait balancer des papiers sur elle et tout. Mais je vois rien. En Russie.